Euh, oui. Bienvenue à notre session, à nos webinaires du centre en fait, le CNFS de Glendon. Mon nom est Geneviève Quintin. Je vais vous présenter certaines choses. Vous allez voir, je vais présenter certaines choses par rapport à notre programme. Donc, ça ici, vous voyez le titre de ma présentation aujourd'hui qui est le programme Mémoire et vieillissement, les leçons d'une intervention communautaire en santé cognitive. Donc, oui, comme je disais, on organise en ce moment une série de webinaires du CNFS Glendon. Dans le cadre du CNFS Glendon, nous sommes des nouveaux partenaires depuis quelques années de ce programme-là qui est financé par Santé Canada et qui nous permet d'organiser toutes sortes de programmes. Je vais parler un petit peu des programmes qu'on a aussi avant de commencer à parler spécifiquement du programme Mémoire et vieillissement. Mais donc, dans le cadre de notre participation en tant que membre du CNFS, donc nous sommes soutenus par donc Santé Canada de ce côté-là, qui nous permet donc d'organiser différentes séries, différentes ressources pour les professionnels de la santé et les étudiants francophones en milieu minoritaire. Donc, ça fait partie, donc ces webinaires-ci font partie des choses des projets que nous organisons. En fait, vous aviez probablement, si vous aviez entendu parler, on était en train d'organiser une école d'été au mois de juin 2020. Malheureusement, la COVID en a décidé autrement. Alors, nous avons décidé à la place d'organiser quelque chose qui était virtuel pour permettre à tout le monde de venir ici. Donc, cette série-là de webinaires vont porter sur différents aspects de la recherche et de la pratique clinique en vieillissement, en santé cognitive et en démence. Et d'ailleurs, une des choses que je vais vous dire, vous allez voir, mon courriel va être à la fin de la présentation. Si vous avez des suggestions de choses sur lesquelles vous voudriez voir des webinaires, particulièrement si c'est autour de ces thèmes-là, n'hésitez pas à me contacter, ça me ferait plaisir d'avoir donc des suggestions. Vous allez voir, on a déjà plusieurs webinaires qui sont comme en processus. Il y en a qui ont été annoncés, puis il y en a qui seront annoncés bientôt sur différents sujets. Mais s'il y a des choses que vous ne voyez pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir des idées, ce que les gens aimeraient ou auraient besoin d'avoir comme information. Donc, généralement, on va le faire 2 vendredis par mois jusqu'au mois de mars. Il n'y en aura probablement pas, peut-être qu'il y en aura un au mois de décembre. On n'est pas certain, on est encore en train de travailler là-dessus. Mais au mois de novembre, il y en a 2. Donc, il y en aura un le 6 novembre de midi à 13 h. Et ça va être Dr. José Rivet, qui est aussi professeur agrégé au département de psychologie de Glendon, qui viendra parler de problèmes cognitifs qui peuvent survenir à la suite du vieillissement anormal du système visuel. Donc, elle aura une discussion de ce côté-là. Et puis, le 20 novembre, de 13 h à 14 h, donc un peu plus tard, Dr. Christo Elmore, qui, lui, est un professeur agrégé de l'Université aussi de York, mais qui travaille plutôt du côté de la santé électronique, viendra parler un petit peu justement des outils de soins virtuels et des technologies et applications. Donc, les webinaires vont toujours être en français, évidemment, faisant partie de cette série-là. Et si vous voulez plus d'informations, j'ai mis le lien ici. D'ailleurs, la plupart d'entre vous avez probablement suivi le lien pour vous inscrire. Mais donc, si vous voulez participer, il faut juste vous inscrire pour pouvoir, on va vous donner le lien au Zoom qui sera spécifique à cette présentation-là. Et puis, comme je disais, c'est ça, nous sommes vraiment chanceux d'avoir le soutien de Santé Canada et du CNFS pour pouvoir organiser tout ça. Donc, et puis aussi une chose qu'on fait toujours évidemment à York, et on fait toujours l'idée on reconnaît qu'on est en territoire traditionnel, OK, en tant que Glendon, en tant que partie de l'Université York, nous partageons le territoire avec plusieurs nations autochtones, OK, de Takaranto et puis la nation Anishinaabe et la Confédération Adenasi et les Huron-Wendat et les Métis. Et puis, c'est ça. Donc, c'est le foyer d'un nombre de plusieurs peuples autochtones. Et puis, on fait partie du traité de la ceinture Wampum, de Shwin-Wotherspoon, de la région des Grands Lacs. Donc, toujours,
on veut reconnaître ça, évidemment, leur présence dans ce territoire. Donc, je vais vous parler en termes de plan de ma présentation. Je vais vous parler donc un peu de ce qu'on fait au CNFS Glendon pour commencer en général et au Centre de santé cognitive, on travaille ensemble et puis notre mission générale. Par la suite, je vais vous parler spécifiquement du programme de mémoire-vieillissement en termes de la méthodologie qu'on a utilisée pour essayer de valider ce programme-là, de vous parler de certains de nos résultats préliminaires, puis aussi de parler un peu des interventions futures en milieu communautaire que nous serions ou les défis et les choses qu'on veut considérer dans le développement de d'autres interventions dans le futur. Donc, juste pour vous parler un petit peu, on est une équipe, donc le programme CNFS Glendon est, en fait, on est le centre aussi de santé cognitive qui a été développé par Dr. Prou. D'ailleurs, vous pouvez voir Dr. Guy Prou qui est ici, qui est le directeur du centre de santé cognitive et qui a été vraiment une des personnes importantes à amener le CNFS à Glendon. Moi, mon nom, comme je disais tout à l'heure, est Geneviève Quintin. Je suis directrice adjointe du Centre de santé cognitive et je travaille donc beaucoup à développer certains des programmes ou à animer certains des programmes que vous allez voir dont je vais parler tout à l'heure. Vous avez aussi probablement, vous pouvez voir aussi Priska Ning qui est ici, qui est la coordonnatrice du CNFS Glendon. Donc, c'est vraiment notre équipe à nous trois. On a aussi, par contre, je devrais vous dire, beaucoup de collaborateurs qui sont autour de nous, qui ont collaboré en termes de certains des projets de recherche que nous faisons. Donc, on travaille avec Dr. Christopher Romero, qui est maintenant à l'Université de Windsor, et Dr. José Rivet, que je mentionnais tout à l'heure, qui va présenter dans 2 semaines, Dr. René Bis, qui elle aussi est à l'Université de Windsor, Dr. Larry Leach, et puis plusieurs étudiants gradués, Iris Yusupov, Elisabeth Weinstahl, Natalia Ladika, donc qui font plusieurs projets avec nous, qui ont travaillé sur certains des initiatives dont on va parler. Donc, la mission de notre centre, comme de centre de santé cognitive, on s'occupe, je voudrais d'une certaine façon aussi plus du côté de la recherche. Certains des programmes plus appliqués, ça c'est plus dans l'initiative du CNFS Glendon. Mais donc, notre mission en général, c'est d'essayer de mettre sur pied et de collaborer à des projets de recherche appliqués en neuropsychologie et en vieillissement, particulièrement pour répondre aux besoins des Franco-Ontariens. Donc, c'est vraiment ça notre mission principale, parce qu'évidemment, Glendon étant un campus bilingue, on a beaucoup d'étudiants francophones, mais aussi on veut vraiment beaucoup répondre aux besoins des Franco-Ontariens, particulièrement dans le sud, dans le sud de l'Ontario. On organise aussi des stages pour des étudiants francophones de tout niveau, donc des étudiants qui sont au niveau du bac, des étudiants gradués ou même des étudiants postgradués, pour leur permettre d'aller, entre autres, aussi aider certains organismes francophones à travers la province, mais aussi pour permettre de donner de la formation à nos étudiants, puis d'aider aussi les organismes qui se retrouvent un peu partout à travers la province. Et aussi, vraiment, notre travail, c'est beaucoup la dissémination de connaissances en santé cognitive, parce que c'est ça notre expertise à travers la communauté francophone. Et donc, si vous ne connaissez pas, je voulais juste mentionner qu'en ce moment, un de nos gros projets sur lequel on travaille et qu'on a lancé au mois de septembre cette année, c'est le certificat en démence et santé cognitive, qui est vraiment là pour outiller les professionnels francophones du domaine de la santé à approfondir leurs connaissances, particulièrement sur la santé cognitive et la démence. Et puis, pour le moment, notre certificat a 3 cours qui sont offerts en ligne via la plateforme eClass de Glendon. En ce moment, pour l'automne, on a le cours 1 qui est le cours en santé cognitive et troubles neurodégénératifs qui est offert. À l'hiver, on aura le cours 1 et le cours 2, donc qui est le cours numéro 2 étant sur le cerveau et comportement, donc une introduction aux neurosciences. Et puis, on a aussi un 3e cours qui se tourne plus vers la prévention de la démence, des interventions comportementales, la psychologie de la santé, des choses comme ça. Donc, ça, c'est nos 3 programmes. Et donc, je suis la personne généralement. Donc, Dr. Prou a développé
beaucoup du contenu. Moi, je suis la personne généralement qui interagit avec vous si vous vous inscrivez à ce programme-là. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est un de nos gros projets. Et puis, ça vous intéresse d'ailleurs de vous inscrire à quelque chose comme ça. Je vais mettre le lien plus loin. En fait, c'est sur la même page où vous êtes inscrit pour le webinaire, il y a aussi la possibilité de s'inscrire au certificat en démence. Ça, c'est donc un des gros projets qu'on fait dans le cadre du CNFS Glendon. Aussi, on a aussi une concentration en neuropsychologie cognitive. Donc, si vous êtes un membre de la communauté de Glendon ou que vous connaissez des étudiants qui sont inscrits en psychologie, ils ont la possibilité de s'inscrire dans une concentration en neuropsychologie cognitive. Il y a 4 cours qui font partie de cette concentration-là, qui permet vraiment qui sont précisément pour améliorer les connaissances en santé cognitive, puis permettre le développement de stages. Il y a aussi une partie, il y a un 5e cours dans ce programme-là qui comprend comme un stage en milieu pratique. Donc, la chance d'appliquer certaines de ces choses-là, que ce soit du côté de l'évaluation de la santé cognitive ou des interventions. Puis aussi, on a tout un autre programme sur lequel on travaille plutôt le développement d'outils d'évaluation et de programmes d'évaluation. On fait des évaluations de programmes en français, mais ça, comme je vous disais, c'est plus dans le cadre, on fait moins ça directement avec le CNFS, mais plus en général avec le Centre de santé cognitive, c'est vraiment notre travail. Et je vais vous parler, mais l'idée, c'est que je voulais vous parler aujourd'hui ici, d'ailleurs, donc d'un de ces projets-là ou d'un de ces programmes-là qu'on a développé. Donc, si vous avez des questions, probablement ce que je vous demanderais le plus possible, on va avoir une période de discussion vers la fin. Donc, moi, probablement que donc, on aura au moins probablement 15 minutes pour discuter. Donc, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre à ce moment-là. Mais donc, le programme Mémoire et vieillissement, en fait, c'est quelque chose qu'on a adopté, ou c'est quelque chose, en fait, qu'on a pris d'un programme qui existe, qui a été développé à l'hôpital Baycrest de Toronto vers la fin des années 90 par Dr. Angela Troyer, et d'ailleurs en collaboration aussi avec Dr. Pro. Et donc, dans le département de psychologie de l'hôpital Baycrest. D'ailleurs, j'ai mis le lien ici. Mais si vous allez sur le baycrest.org, vous pouvez trouver généralement toute l'information sur le Memory and Aging Program. Et donc, le but de ce programme-là, vraiment, c'était de donner de l'éducation aux gens par rapport aux changements qui étaient normaux et anormaux dans la mémoire, que l'on observe avec le vieillissement, mais donc l'idée, généralement, de ce programme-là, ça s'adresse aux gens qui sont en santé, c'est-à-dire qui n'ont pas de problème comme tel cognitif, mais souvent qui s'inquiètent probablement de certains des changements qui se passent normalement, souvent avec le vieillissement. Et justement, c'est un peu de les aiguiller par rapport ou d'expliquer qu'est-ce qui est normal comme changement qu'on observe dans notre mémoire, puis qu'est-ce qui est peut-être problématique ou qui demanderait de consulter un médecin ou d'aller consulter quelqu'un, un spécialiste à ce moment-là qui pourrait nous aider. Donc, il y a toute cette partie-là, il y a vraiment une partie éducative à ce programme-là. Il y a aussi toute une tranche sur certains des facteurs dans notre style de vie, donc des facteurs qu'on peut modifier, puis parce qu'ils peuvent avoir un impact sur la mémoire. Que ça soit, puis je vais vous montrer des exemples de ça, mais que ça soit des choses comme le stress, comme étant vraiment un ennemi de la mémoire, le niveau d'activité physique, la nutrition, toutes ces choses-là. Donc, il y a toute une partie aussi d'éducation de ce côté-là et aussi une partie de modification du comportement, c'est-à-dire comment est-ce que je pourrais changer ces facteurs-là pour favoriser une meilleure cognition, une meilleure mémoire. Et aussi, il y a toute une section de stratégies pratiques, donc de choses qu'on peut changer, d'astuces, de trucs pour nous aider à mieux se rappeler d'informations. Donc ça, c'est vraiment les buts ou ce que ce programme-là essaie de faire. Et je vais en reparler sur les diapos qui suivent, là, mais c'est un programme de 10 heures qui généralement est offert sur 5 semaines, donc des sessions de 2 heures. Et donc, en 2014,
moi, j'ai travaillé à adapter ce programme-là, donc à traduire toute la littérature, en fait, tous les documents qui avaient les présentations qui existaient, toutes ces choses-là, et d'essayer aussi de l'adapter certaines choses au contexte francophone. Et donc, nous avons travaillé par la suite à valider de façon scientifique ce programme-là pour voir son efficacité. Puis, je vais vous parler un peu, je dirais, des défis de faire de la recherche de ce genre-là en milieu communautaire, puis certains particulièrement des défis que je pense que j'ai rencontrés particulièrement parce qu'on travaille avec des communautés francophones en milieu minoritaire, ce qui n'est pas toujours simple en termes de juste de recrutement de participants. Donc, juste pour vous donner un exemple de sujet qu'on couvre dans ce programme-là, par exemple, il y a une section sur les troubles médicaux et les maladies. Donc, on parle par exemple du fait que si on a des problèmes de thyroïde, certaines carences en vitamines, un mauvais contrôle de son diabète, toutes sortes de troubles neurodégénératifs, bien ça, c'est des choses qui pourraient influencer notre vieillissement cognitif. On parle aussi, on a une section sur l'alimentation, une section sur l'exercice physique, une section sur ce qu'on appelle l'engagement cognitif, c'est-à-dire comment l'importance de rester actif au point de vue cognitif, puis le genre d'activité qu'on peut faire. Des fois, les gens ont l'impression qu'il faut qu'ils fassent des choses très complexes, mais on montre aux gens que c'est pas nécessaire tout à fait, ou c'est pas nécessaire souvent de faire des choses qui soient complexes. C'est juste qu'on doit apprendre des nouvelles choses, puis rester comme se donner des défis au point de vue intellectuel ou cognitif. Aussi l'importance de l'attitude, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas confiance en leur mémoire souvent ou qui s'inquiètent beaucoup, de façon paradoxale, ça peut causer certains problèmes ou en tout cas, ça peut faire que les gens sont trop focalisés sur ces difficultés-là et ils finissent par avoir ça leur donne certains problèmes de ce côté-là. Puis aussi, on parle vraiment de l'importance de la relaxation et comment le stress, les hormones de stress, c'est des ennemis de la mémoire. Donc, l'importance de bien gérer son stress. Donc, ça, c'est toutes des sections qui font partie en termes du point de vue éducatif. Puis, il y a tout, comme je vous disais aussi, il y a toute une section sur les outils qu'on peut utiliser. Puis là, à l'intérieur de ça, on parle de différentes techniques. Par exemple, ce qu'on appelle le voir et dire, c'est-à-dire le fait de, lorsqu'on fait une activité puis qu'on veut essayer de s'en rappeler, de bien porter son attention vers cette activité-là, de regarder ce qu'on fait puis de le dire même à voix haute peut nous aider à nous en rappeler plus tard qu'on a fait, par exemple, qu'on a pris nos pilules ce matin. D'organiser aussi l'information ou d'organiser nos objets dans la maison comme stratégie pour soutenir notre mémoire. Aussi de créer des liens de ce qu'on apprend de nouveau, par exemple des noms de personnes, de la lier à de l'information qu'on connaît déjà, c'est-à-dire d'essayer de relier ça soit à des groupes de personnes qu'on connaît, de penser à ce que le mot veut dire, des choses. Donc, on a une séquence de stratégies de ce côté-là. On parle aussi de l'importance d'écrire les choses, parce que souvent, les gens ont l'impression qu'ils devraient tout retenir par cœur. Mais l'importance d'écrire des choses qui ne sont pas nécessaires de mémoriser, mais auxquelles on veut avoir accès, puis aussi le fait que l'écriture en général aussi aide à s'en rappeler plus tard. Et puis, on parle aussi de ce qu'on appelle la récupération, particulièrement du côté de la récupération ou de la répétition espacée, c'est-à-dire le fait de répéter la même chose à des intervalles de plus en plus longs peut nous aider à nous en rappeler plus tard. Donc, ça, c'est toutes des stratégies, puis on fait beaucoup d'exercices liés à pratiquer ces stratégies-là pour essayer de voir que les gens soient capables de l'appliquer plus tard dans leur vie quotidienne. Donc, ça, c'est toutes des stratégies qui font partie de ce programme-là. Puis, on a un acronyme pour s'en rappeler qui est l'acronyme VOLER, V-O-L-E-R, d'où les oiseaux que je mets sur ma diapo par rapport à ça. Donc, ce programme-là est fait en personne. Donc, c'est-à-dire qu'on a des groupes de participants qui viennent. Donc, je vous dirais que ce qui est important quand on veut valider un programme ou un des défis qu'on rencontre, c'est que généralement, on a besoin de comparer des gens qui font faire partie de ce qu'on appelle un groupe contrôle ou un groupe témoin, et il y aura le groupe expérimental. Puis, je vais vous montrer un petit peu comment
comment on a fait ce protocole-là. Mais je voudrais que c'est toujours ça qui est difficile parce que généralement, quand on fait un recrutement pour participer à quelque chose comme ça, tout le monde veut participer évidemment dans l'intervention. Je devrais dire que la façon qu'on le fait généralement, c'est qu'on pour faire un bon projet de recherche, par contre, tu as besoin de voir que ton intervention fait une différence. Donc, tu as besoin de ce qu'on appelle, comme je disais, c'est un groupe contrôle. Le groupe contrôle, c'est un groupe qui ne reçoit pas l'intervention, mais que tu suis pendant la même période de temps pour t'assurer qu'il n'y a pas comme un apprentissage spontané qui se fait ou il n'y a pas un changement spontané qui se fait. Donc, généralement, notre groupe contrôle, dans ce cas-ci, ça serait un groupe de gens qu'on suit durant la même période d'environ comme 5 semaines, qu'on va tester sur les mêmes mesures, mais qu'on va juste regarder à savoir est-ce qu'il y a un changement dans leur connaissance. Il ne devrait pas en avoir d'habitude, mais l'idée, ça, c'est le groupe contrôle. De l'autre côté, on a notre groupe expérimental. Le groupe expérimental, c'est ceux qui sont en train de faire le programme. Et on veut comparer leurs résultats, voir est-ce que le groupe expérimental a appris des choses, s'est plus amélioré, est-ce qu'il y a eu des changements dans ses habitudes, dans les stratégies. Je vais vous montrer les mesures qu'on a utilisées, là, mais c'est vraiment ça notre idée. Je devrais vous dire par contre qu'évidemment, les gens qui participent au groupe contrôle, évidemment, on va toujours leur donner la possibilité de participer dans ce programme-là par la suite. C'est-à-dire que ça serait vraiment, on aurait un problème éthique si on disait aux gens, vous pouvez participer au groupe contrôle, mais après ça, vous ne pouvez pas venir faire le programme. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc, évidemment, quand on fait ce programme-là, par la suite, on offre une deuxième session, un autre 5 semaines de ce programme-là pour les gens qui faisaient partie du groupe contrôle. Donc, aussi, un autre des défis, c'est qu'il faut que les gens qui participent à ce programme-là soient en bonne santé cognitive. Ça, c'est toujours un de nos critères. Bien, évidemment, ça dépend à quel groupe tu voudrais l'offrir ou ton intervention, mais dans ce cas-ci, nous, ça nous intéressait de le diriger vers des gens qui n'avaient pas de problème, qui n'avaient pas de troubles cognitifs légers ou qui n'avaient pas de démence. Donc, on faisait aussi une évaluation par téléphone avant le début de la session, OK, ou avant le début de la participation au programme. Donc, il existe un outil par téléphone qui s'appelle le French, ben nous, évidemment, on l'utilise en français, là, le French Telephone Interview for Cognitive Status Modified. Et en fait, c'est un petit screening, une petite évaluation qu'on peut faire au téléphone pour s'assurer, c'est ça, que la personne n'a pas de problème cognitif spécifique. Puis aussi, on avait certaines questions sur à savoir est-ce que les gens avaient déjà eu un accident vasculo-cérébral, des choses comme ça, là, qui étaient des critères d'exclusion de participation. Par contre, je vais vous dire, on laissait souvent on pouvait laisser parfois les gens participer au programme comme tel, mais à ce moment-là, on n'allait pas inclure leurs résultats dans l'étude. Donc, c'est ça. Donc, juste pour vous montrer un peu comment ça se fait, ce programme-là. Donc, généralement, donc c'est sur 5 semaines. Et puis, généralement aussi, on a un suivi un mois plus tard, après la fin du programme. Donc, le groupe contrôle, le groupe expérimental, donc la première semaine, vont tous les deux, on va leur présenter généralement c'est quoi le programme. On va leur faire passer les questionnaires dont je vais vous parler sur la prochaine diapo. Puis après ça, on commence la première session avec nos participants qui sont dans le groupe expérimental, c'est-à-dire ceux qui vont participer dans le programme. Vous pouvez voir un peu des sujets là, ici, mais c'est ça, on fait la science de la mémoire, comment les types de mémoire la première semaine, la deuxième semaine, on parle de certains des thèmes que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Donc, on fait vraiment une partie plus éducative et plus de discussion la première semaine, les 2 premières semaines, puis les 3 dernières semaines, je dirais qu'il y a plus de choses, il y a plus d'exercices appliqués. Donc, on leur apprend les stratégies, le volet dont je vous parlais tout à l'heure. On fait aussi beaucoup d'interventions. Il y a des devoirs à faire aussi, généralement, à la maison. Donc, des choses à faire durant la semaine pour pratiquer ce qu'on apprend. Et c'est ça. Donc, on a des exercices pour le rappel de noms, de numéros, des stratégies, des situations dans leur vie quotidienne qui leur donnent des problèmes. Comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre ça? Et puis, on fait la dernière session particulièrement, c'est beaucoup une revue de ce qu'ils ont appris.
puis essayer de consolider les apprentissages. Puis, cette dernière semaine-là, d'ailleurs, le groupe contrôle revient aussi et les gens repassent les questionnaires pour voir est-ce qu'il y a eu un changement entre la première semaine et la dernière semaine. Puis aussi, un mois plus tard, on a un suivi où les gens, particulièrement, on faisait aussi un groupe avec le groupe expérimental pour leur poser des questions en termes des difficultés qu'ils ont rencontrées, qu'est-ce qu'ils ont été capables de maintenir ou qu'est-ce qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne. Puis, on redonnait aussi des questionnaires à ce moment-là. Donc, ça, c'est comme la méthodologie qu'on utilise quand on fait ce genre de recherche-là. Donc, en termes de questionnaires qu'on utilise, on a différents questionnaires. Donc, on a un test de connaissance sur la mémoire. C'est un genre de... c'est des questions à courte réponse, généralement, juste pour voir ce que les gens savent avant le programme, puis à la fin du programme, puis au suivi. Aussi, on a un autre test ou un autre questionnaire qui est un paquet de situations qui font appel à la mémoire et on demande aux gens de générer différentes solutions ou différentes choses qu'ils pourraient faire, le plus de solutions possibles qu'ils pourraient faire pour essayer d'adresser cette difficulté-là qu'ils ont. Par la suite, on a la version française d'un questionnaire qui a trois sections. Ce questionnaire, c'est le Multifactorial Memory Questionnaire, le MMQ. Et puis, il y a une partie sur leur satisfaction par rapport à leur mémoire. Donc, ça, c'est tous des questionnaires avec des échelles sur 5, de 1 à 5. Donc, en termes de satisfaction par rapport à leur mémoire, la fréquence à laquelle ils utilisent différentes stratégies. Et puis, il y a aussi une échelle sur les oublis, c'est-à-dire le genre de choses qu'ils ont tendance à oublier. Finalement aussi, on avait un questionnaire qui regardait un peu plus les caractéristiques de l'humeur des gens, donc les choses positives et négatives par rapport à leur humeur en termes généraux, comment ils se sentent. Puis aussi, on avait un autre qui était comme le profil de style de vie qui regardait en fait un paquet d'habitudes que les gens ont dans leur vie quotidienne. Donc, pour cette étude-là, on a fait une étude pilote avec au centre d'accueil héritage au centre-ville de Toronto. Et les participants qu'on avait dans cette étude-là, je vais vous dire, ça a été assez éducatif comme expérience parce que on a découvert que les participants qui étaient au Centre Accueil Héritage étaient vraiment différents de ceux qui avaient été vus par le groupe qui avait fait le programme à Baycrest, donc l'équipe de Dr. Troyer. Les participants avaient généralement beaucoup plus de problèmes de santé, même s'ils n'avaient pas de problème au point de vue cognitif. Ils étaient définitivement, les gens qui vivaient là souvent avaient plus de problèmes de santé physique. Et aussi était généralement, le niveau d'éducation était aussi généralement un peu plus faible que les gens qui étaient en moyenne à l'hôpital Baycrest. Alors ça a été un peu un défi de ce côté-là parce que je dirais que les gens, des fois, étaient moins habitués à un contexte, le genre de contexte éducatif, parce qu'on a quand même il y a beaucoup de matériel dans ce programme-là. Donc, je pense que c'était un peu plus un défi pour beaucoup de gens d'y participer. Par contre, on a quand même vu que les gens avaient une augmentation de connaissances, étaient satisfaits aussi. On a vu une augmentation en termes de la progression du programme, augmentation de leur satisfaction par rapport à leur mémoire. Donc, le fait d'avoir participé au programme a aidé. Puis, on a vu aussi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a vu il y avait beaucoup d'enthousiasme et de demandes pour d'autres programmes similaires. Puis ça, c'est une des choses qui revient dans nos quand on fait ce programme-là. Généralement, les gens aiment participer dans ce programme-là, ce qui fait que les gens reviennent de semaine à chaque semaine, puis ils sont enthousiastes à participer à ça. Puis aussi, je devrais vous dire, puis ça, je ne l'ai pas noté ici, mais il y a toujours un bon sens de
de cohésion de groupe. Okay? Donc, les gens sont vraiment sont enthousiastes d'être avec d'autres personnes puis de discuter de certaines de ces choses-là. On a aussi, donc, par la suite, on a fait le même programme avec des gens du programme Retraite active dans la région de Mississauga. Donc, qui est pour les gens qui ne seraient pas de Toronto, là, qui est en banlieue de Toronto. C'était généralement des participants qui étaient très actifs dans leur vie quotidienne. Donc, je dirais que c'était quand même c'était un contexte assez différent de ce qu'on a vu pour les gens qui étaient au centre héritage et aussi qui étaient en moyenne un peu plus éduqués que les gens qui étaient au centre héritage, donc qui ressemblaient en fait plus, c'était une population qui ressemblait plus aux gens de l'hôpital, des études qui avaient été faites à l'hôpital Baycrest. Et donc, on a eu 20 participants, il y en avait 6 dans un groupe contrôle et 14 dans un groupe expérimental. Évidemment, c'est pour ça, puis une des choses que je vais dire plus tard, c'est qu'on n'a pas terminé. Il faut qu'on continue à ramasser des données parce qu'évidemment, ce n'est pas assez. En moyenne, les gens qui étaient dans retraite active qui ont participé étaient autour entre 70,4 ans et qui avaient en moyenne à peu près 16,3 années d'éducation formelle. Donc, ça veut dire à peu près un niveau de baccalauréat. Et donc, c'est ce qu'on a trouvé en termes. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est où ce que les barres représentent. Premièrement, je devrais dire que les barres oranges représentent le groupe expérimental, les barres bleues représentent le groupe contrôle. Et ici, ça, c'était le pourcentage de changement qu'on avait vu dans leur score entre comment ils étaient avant le programme, puis comment était leur score après le programme. Alors, vous pouvez voir que généralement, on va voir que particulièrement dans les 4 premières mesures ici, là, on va voir que ce n'est pas tout significatif par contre, mais c'est vraiment dans ces mesures-là qu'on voyait comme un changement significatif. Donc, plus du point de vue des connaissances. Donc, les connaissances, vous pouvez voir, le test de connaissances, c'est vraiment ça qui avait beaucoup augmenté. Et aussi certaines des mesures du MMQ, là, je vais en parler plus loin. On n'avait vu pas vraiment de grands, en tout cas, ce n'était pas des changements significatifs en termes de l'humeur des gens ou des comportements de santé qu'ils adoptaient, ce genre de choses-là. Ça, on n'a pas vraiment vu de quelque chose qui était significatif de ce côté-là. Donc, en fait, on a trouvé une interaction, par exemple, où on a trouvé des résultats qui étaient significatifs en termes on voyait un changement avec le temps, puis ce changement-là était avec le temps, là, entre avant le programme puis après, puis c'était vraiment chez le groupe expérimental, c'est-à-dire c'était chez ceux qui avaient participé dans cette étude-là, ou dans le programme plutôt. Et aussi, on avait vu vraiment un changement en termes dans le questionnaire des stratégies. Donc, les gens utilisaient beaucoup plus de stratégies de façon significative, là, ceux qui avaient participé dans le programme. Puis, il y avait aussi acquis beaucoup de connaissances sur la mémoire. Aussi, on avait tendance à voir peut-être une certaine augmentation des gens qui avaient participé dans le projet du côté de leur satisfaction. Ils semblaient se sentir plus satisfaits de leur mémoire que ceux qui n'y avaient pas participé. Mais encore là, ce n'était pas significatif au point de vue statistique. Mais ce que je devrais dire, c'est qu'on n'avait pas des tonnes de participants. Alors, dans ce temps-là, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à étudier ça, de ce côté-là. Mais ce que je peux vous dire à date, en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que ces résultats-là sont assez similaires à ce qu'on voit quand ce programme-là est fait avec des groupes anglophones. Donc, on a vu généralement une augmentation des connaissances sur la mémoire, puis une plus grande utilisation de stratégies. On semble aussi voir, comme je disais, une augmentation de la satisfaction par rapport à leur mémoire, mais il nous reste encore beaucoup de travail à faire en termes de continuer à faire la collecte de données de ce côté-là pour augmenter ce qu'on va savoir, puis être capable de pouvoir éventuellement, on espère pouvoir publier tout ça. Donc, je vous dirais que en termes de choses, de leçons à tirer ou de choses qu'on pourrait faire de façon dans le futur, des interventions futures qu'on pourrait faire. Une des choses que je voudrais qui nous intéresse aussi, c'est d'aller au-delà peut-être de juste la mémoire, parce qu'on sait qu'il y a un besoin pour toutes sortes d'interventions au point de vue cognitif
puis que ça soit au point de vue peut-être de l'attention des fonctions exécutives, de d'autres types d'interventions. Il y aurait probablement aussi d'autres choses qui changent avec le vieillissement, puis d'autres façons qu'on pourrait aussi être utile de ce côté-là. Aussi, une des choses auxquelles on a pensé, ou que peut-être si on développe un nouveau type d'intervention, c'est aussi un certain besoin en termes de peut-être de pouvoir utiliser des outils pour faire un suivi entre les sessions, c'est-à-dire entre les semaines, de continuer à pouvoir aider ou soutenir les gens, puis aussi d'avoir quelque chose qui irait à la fin du programme. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de maintenir les changements qui étaient tangibles à la fin? Okay? Est-ce que si on fait un suivi 1 mois, 6 mois, 1 an plus tard, est-ce que les gens continuent à maintenir ça? Puis on pense que potentiellement l'utilisation de plein d'outils électroniques, comme le genre de choses dont Dr Elmore va venir parler le 20 novembre, il y a toutes sortes d'outils électroniques qui existent maintenant pour des fois aider le suivi, puis aider à encourager les gens à continuer à utiliser les techniques ou les interventions. Donc, il y a probablement, ça c'est quelque chose qui fait que les programmes d'intervention en milieu communautaire ont beaucoup changé de ce côté-là. Aussi, en termes de défis, ben, je voudrais que beaucoup de défis pour faire ce genre d'évaluation de programme-là, c'est entre autres beaucoup le recrutement des participants parce que les communautés francophones sont très dispersées. Et parce que c'est un programme qu'on fait généralement en termes qu'on fait en groupe plutôt qu'un programme individuel. Donc, ça demande d'être capable de faire que les gens se rejoignent en groupe de façon hebdomadaire pendant 5 semaines. Puis ça peut paraître pas si compliqué, mais c'est pas évident. Surtout si les gens, même, par exemple, certains des groupes, comme je disais, on a travaillé avec Retraite Active, mais même les gens de Retraite Active à Mississauga, il y avait des gens qui venaient de Brampton, il y avait des gens qui venaient même des fois aussi loin que Cambridge, des choses comme ça. Et donc, il y a des gens qui venaient de loin. Donc, c'est toujours l'idée de regrouper tous les gens pour faire ce genre de programme-là. Est-ce qu'un programme individualisé serait plus facile à faire pour des gens qui sont en milieu minoritaire? C'est dur à dire. Par contre, je devrais vous dire que une des choses que les gens, quand on leur demande des commentaires par rapport au programme, l'aspect de communauté ou d'être avec un groupe de gens qui, des fois, ont ces mêmes difficultés-là, mais que les gens ne vocalisent pas ou n'en parlent pas généralement, c'est toujours une des choses que les gens disent. Oh mon Dieu, je ne suis pas tout seul dans le fait, par exemple, d'avoir certaines frustrations par rapport à ma mémoire en vieillissant. Donc, cet aspect-là social ça serait triste de perdre ça. Donc, peut-être, et d'ailleurs, il y a dans la version anglophone, Iris Yusupov, que je mentionnais plus tôt, qui est une étudiante qui a travaillé avec nous, elle a travaillé entre autres avec Dr. Troyer pour essayer de développer justement une version en ligne, donc une version comme électronique de ce même programme d'intervention-là. Donc, c'est potentiellement aussi quelque chose vers lequel on pourrait se diriger, d'avoir ce genre, d'avoir un peu dans le format Zoom, par exemple, d'avoir la possibilité de faire certaines de ces interventions-là. Et puis aussi, je devrais dire que ce qui est vraiment important, par contre, à toujours retenir, c'est que c'est important de valider, ou pourquoi, une des choses, je pense, que je voulais mentionner, c'est que c'est vraiment important d'essayer de valider ce genre de programme-là de façon scientifique, parce qu'on veut s'assurer que les ressources sont bien, peu importe que ce soit des ressources en termes de monétaires, mais aussi en termes de temps des participants et tout ça, que ce soit des programmes qui soient efficaces, puis des programmes qui démontrent certains bienfaits tangibles. Et c'est difficile des fois de juste savoir ça si tu demandes l'opinion des gens de façon informelle, parce que les gens ne voudront pas généralement dire, il y a peut-être certaines exceptions à ça, mais en général, les gens vont vouloir penser que s'ils ont passé du temps à faire quelque chose et puis qu'ils te trouvent gentil ou gentille comme intervenant, ils vont vouloir te dire qu'ils ont apprécié le programme. Mais je dirais que c'est important des fois d'être capable de démontrer, au-delà de ça, d'être capable vraiment de démontrer qu'il y a des apprentissages qui se font, puis qu'il y a des changements, une modification du comportement des gens qui
qui s'effectuent. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est quand même important, malgré les défis que je mentionne, là, je pense que c'est vraiment important de continuer, d'essayer de maintenir le tout, ou d'essayer de faire ce genre de changement-là. Donc, c'était pas mal tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça, mais je vais ouvrir le tout pour vos questions. Je voulais juste vous dire, par contre, que si vous voulez me contacter, ben, ces jours-ci, la meilleure chose, c'est d'essayer de me contacter par courriel parce que nous ne sommes pas à Glendon physiquement là, depuis les derniers mois, depuis le début de la COVID. Alors, on travaille à distance. Donc, la meilleure façon d'essayer de me rejoindre, c'est vous pouvez toujours m'envoyer un courriel à cette adresse-là. Ça va me faire absolument plaisir d'essayer de répondre à vos questions. Vous pouvez aussi visiter notre centre. Donc, on a un site web maintenant du centre de santé cognitive.ca. Ça, c'est en fait, on est en train, c'est un nouveau site qu'on est en train de développer, puis on va ajouter beaucoup de ressources éducatives qu'on va mettre sur ce site-là. Là, je suis en train de construire ça, mais on travaille à avoir des ressources que vous allez pouvoir partager sous forme de blog, puis sous forme de vidéos. Donc, il va y avoir toutes sortes de choses. On est en train de travailler à développer du contenu. Et j'en ferai la publicité de ça là, quand on va en ajouter, mais il y aura toutes sortes de ressources des fois que vous pouvez utiliser si vous avez des clients que vous pourrez partager. Donc, l'idée, c'est de développer des ressources qui sont libres, que les gens peuvent venir utiliser sur différents sujets liés au vieillissement et la santé cognitive. Et puis, il y a aussi un site web du CNFS Glendon qui parle de notre certificat, de nos webinaires et de toutes ces choses-là. Donc, vous pouvez toujours venir consulter ça à ce moment-là. Vous pouvez soit envoyer on a aussi une adresse courriel, là, cnfs@glendon.yorku.ca. Maintenant, si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre aussi. Il y a des choses que vous voudriez suggérer ou discuter. Ça me fait plaisir. Vous pouvez ouvrir votre micro. Vous avez aussi généralement un bouton pour lever la main. Je ne me rappelle pas exactement où est-ce qu'il est parce que là, moi, mon interface est un peu différente de la vôtre, là, mais c'est possible aussi vous pouvez lever votre main virtuellement ou vous pouvez aussi utiliser le chat juste pour, si vous préférez taper votre question, je peux regarder ça aussi à ce moment-là. Mais donc, s'il y a des questions ou des interventions, ça me fait plaisir de répondre à ça maintenant.